dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, 30 dépouilles de Palestiniens ont été restituées aux responsables palestiniens, comme l'a rapporté le complexe hospitalier Nasser. L'établissement médical a précisé que le nombre total de corps transférés à Gaza s'élève désormais à 195. Plus tôt dans la journée de mercredi, les Palestiniens ont procédé à l'inhumation de plus de 50 corps non identifiés préalablement rapatriés depuis Israël lors de cérémonies funéraires tenues dans divers lieux, notamment à Deir al-Balah. Dans le cadre de cet accord, Israël a également reçu les dépouilles de 2 autres prisonniers. Parallèlement, un petit contingent d'officiers britanniques a été déployé dans les territoires palestiniens occupés pour, semble-t-il, intégrer une force d'intervention placée sous commandement américain. Selon le gouvernement britannique, ce déploiement s'inscrit dans le cadre des efforts destinés à soutenir la stabilité post-conflit dans la bande de Gaza. Un haut responsable du mouvement de résistance Hamas a fermement écarté l'idée d'une éventuelle élimination de l'organisation de la scène politique à Gaza. Mohamed Nazal a affirmé que l'idée de supprimer le Hamas était une simple illusion, précisant qu'aucun groupe ne pourrait le chasser de la politique palestinienne, que ce soit par la force ou par d'autres moyens. Il a cependant souligné que le Hamas ne cherche pas à s'accrocher au pouvoir à Gaza, mais reste déterminé à défendre les intérêts de la nation palestinienne. Nazal a reconnu la complexité de la situation politique tant au niveau régional qu'international, tout en réaffirmant l'engagement du mouvement envers les droits du peuple palestinien. Ces commentaires interviennent suite aux menaces du président américain Donald Trump, qui a déclaré qu'il éradiquerait le Hamas en cas de non-respect de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Ces accusations surviennent dans un contexte où Israël continue de violer la trêve, causant la mort de civils et entravant l'acheminement de l'aide humanitaire vers ce territoire dévasté par la guerre. Le peuple palestinien traverse aujourd'hui un tournant historique suite à la guerre d'extermination et de la famine israélo-américaine et à l'opération Déluge d'Al-Aqsa. On a vu que le Hamas est un mouvement de résistance nationale contre l'occupation. Le Hamas prend sa légitimité dans son peuple, car il défend le peuple palestinien. Il est enraciné dans l'histoire palestinienne, le peuple palestinien qui lutte depuis plus que 7 décennies maintenant, presque un siècle, contre la colonisation britannique et contre la colonisation israélo-américaine. Le monde aujourd'hui a changé grâce à la lutte du peuple de Gaza, grâce aux martyrs, aux enfants, aux femmes, grâce à tous ceux et celles qui ont soutenu la résistance palestinienne dans sa lutte pour l'indépendance et pour la liberté. On a vu que le drapeau palestinien est désormais hissé dans tous les pays, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Afrique, en Asie, en soutien à Gaza et au droit des Palestiniens à un État indépendant. Il ne servira à rien pour les dirigeants occidentaux de criminaliser les mouvements de résistance, car leur peuple les soutient aujourd'hui. Et on a vu que le pouvoir occidental, il a changé de position. Aujourd'hui, il y a énormément de pays européens qui reconnaissent le droit à l'indépendance et l'existence d'un État palestinien. L'Espagne, le Portugal, l'Irlande,
l'Italie, la France, l'Angleterre et bien d'autres. La lutte du peuple palestinien, elle a montré la voie aux autres peuples pour lutter contre l'impérialisme américain. On a vu la guerre contre le peuple iranien de 12 jours, la guerre contre le peuple libanais, la guerre contre le peuple irakien, le peuple yéménite, car ils soutiennent la résistance palestinienne. Aujourd'hui, la résistance en Palestine est une résistance mondiale. On a vu les flottilles internationales, on a vu toute forme de soutien pour la Palestine. Les étudiants dans le monde entier, dans les universités américaines, canadiennes, australiennes, françaises, britanniques, allemandes. La résistance en Palestine aujourd'hui montre la voie pour tous les peuples du monde. Le président colombien Gustavo Petro a vivement critiqué son homologue américain, affirmant que Donald Trump agit par instinct plutôt que par raison, en réaction aux déclarations récentes de ce dernier visant la Colombie. M. Petro a lancé un appel à la solidarité internationale face à ce qu'il a qualifié d'agression contre son pays. Cette prise de position intervient après que Trump a annoncé une augmentation des droits de douane sur les importations en provenance de la Colombie ainsi que la suspension de tous les paiements destinés à ce pays sud-américain. En signe de protestation, le gouvernement colombien a rappelé son ambassadeur aux États-Unis pour consultation. Le président Petro a par ailleurs dénoncé les récentes opérations militaires américaines dans les Caraïbes. Ces opérations menées sous le prétexte de la lutte contre le narcotrafic sont perçues par Bogota comme une violation de sa souveraineté. La justice américaine a reconnu BNP Paribas coupable d'avoir facilité le génocide au Soudan en transférant des milliards de dollars au profit du régime d'Omar el-Béchir entre 2002 et 2008. Le verdict rendu à Manhattan estime que ces activités financières ont renforcé le régime de Khartoum, alors engagé dans une guerre contre une partie de sa population, causant la mort de centaines de milliers de personnes et le déplacement de millions d'autres. Cette décision, issue d'une procédure engagée en 2016 par des réfugiés soudanais installés aux États-Unis, met fin à plusieurs années de litige autour des transactions effectuées par l'institution en violation des sanctions américaines. Les plaignants ont démontré que de 2002 à 2008, BNP Paribas avait transféré plusieurs milliards de dollars pour le compte d'entités publiques soudanaises, permettant ainsi au gouvernement de l'époque, dirigé par Omar el-Béchir, de maintenir ses revenus pétroliers et d'importer du matériel essentiel à son armée. Le cœur de l'affaire concerne la région du Darfour, théâtre d'un conflit qui a débuté en 2003. Les forces gouvernementales épaulées par les milices janjawides y ont mené une campagne de violence systématique contre les populations non arabes. Selon les estimations des Nations Unies, plus de 300 000 personnes ont été tuées et environ 2,5 millions ont dû fuir leur foyer. Le tribunal a ordonné à BNP Paribas de verser 20,45 millions de dollars de dommages et intérêts à 3 plaignants originaires du Soudan. Pour les avocats des plaignants, le verdict marque une victoire morale pour les victimes du Darfour. Ils estiment que leurs clients ont tout perdu à cause d'une campagne de destruction alimentée par des fonds en dollars américains, un flux financier que BNP Paribas a contribué à maintenir alors qu'il aurait dû être interrompu. D'après une analyse du Financial Times, la Chine serait mieux armée que les États-Unis pour faire face à la guerre commerciale engagée par Donald Trump. Forte de sa maîtrise sur les secteurs stratégiques, des minerais critiques aux composants pharmaceutiques, Pékin transformerait sa puissance économique en outil de dissuasion face à Washington.
Alors que la guerre commerciale entre Pékin et Washington se poursuit depuis plusieurs mois, la Chine semble désormais prendre l'avantage. Selon The Financial Times, elle serait mieux positionnée pour faire face à cette confrontation, notamment grâce à son contrôle quasi total sur certaines ressources indispensables à l'industrie mondiale. En effet, la Chine domine le marché des terres rares, des minéraux essentiels utilisés dans la fabrication de technologies de pointe, allant des batteries électriques aux systèmes d'armement comme le chasseur F-35. Si Pékin met à exécution sa menace de restreindre fortement ses exportations d'ici décembre, des lignes de production américaines pourraient rapidement s'arrêter, précise The Financial Times. Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a reconnu que ces mesures chinoises pourraient impacter gravement les États-Unis. Pourtant, malgré une rhétorique offensive, Donald Trump semble rechercher une issue négociée. Il a qualifié les tarifs douaniers à 100% d'intenables et continue de saluer son homologue chinois, le président Xi Jinping, comme un dirigeant hautement respecté. Mais Pékin ne se limite pas aux minéraux. Une étude récente, citée par Bloomberg, révèle que près de 700 médicaments utilisés aux États-Unis dépendent d'ingrédients exclusivement produits en Chine, notamment pour traiter les maladies cardiaques, les cancers ou les infections. Ce levier pharmaceutique place les États-Unis dans une position de grande vulnérabilité en cas de durcissement du conflit. La République populaire démocratique de Corée a effectué une série de tirs d'essais de missiles balistiques à courte portée, selon les informations dévoilées par l'armée sud-coréenne. Les projectiles ont été lancés dans une région située au sud de Pyongyang et ont parcouru une distance d'environ 350 km en direction du nord-est. Le comité des chefs d'état-major interarmées de Séoul a indiqué que les forces armées sud-coréennes avaient intensifié leur dispositif de surveillance en anticipation d'éventuels nouveaux tirs, tout en partageant les données recueillies avec leurs alliés américains et japonais. Il s'agit du 5e essai de missiles balistiques réalisé par Pyongyang depuis le début de l'année, faisant suite aux tests menés en mai dernier qui incluaient à la fois des missiles balistiques à courte portée et des missiles de croisière. Cette démonstration de force a également provoqué une réaction du Premier ministre japonais nouvellement élu. Les paramilitaires soudanais des Forces de soutien rapide FSR ont mené mercredi pour la deuxième journée consécutive une attaque de drone sur l'aéroport international de Khartoum, fermé depuis plus de 2 ans et sur le point de rouvrir, a indiqué une source militaire. Des drones ont de nouveau ciblé l'aéroport de Khartoum à l'aube, a affirmé cette source qui a requis l'anonymat, précisant que ces forces ont été menées par les FSR dont le conflit avec l'armée déchire le Soudan depuis avril 2023. Après la reprise de la capitale par l'armée au printemps dernier, les autorités avaient prévu de rouvrir l'aéroport mercredi pour les vols domestiques, mais la reprise des opérations est restée incertaine après la première attaque de drones mardi. Mardi, des témoins ont rapporté avoir entendu plusieurs explosions dans une zone de l'aéroport et des images de ces frappes ont circulé. Mais le bâtiment semblait intact lors d'une visite effectuée plus tard dans la journée par le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan. S'exprimant dans l'aéroport, le général Burhan a déclaré que l'armée était déterminée à écraser cette rébellion des FSR. Dans un discours diffusé mardi soir sur les réseaux sociaux, le chef des FSR, le général Mohamed Daglo, n'a pas évoqué ces frappes, mais a répété que son camp attaquait seulement les positions militaires et réaffirmé que l'armée serait vaincue. Il a aussi averti que ces forces considéraient comme une cible légitime tout avion envoyé en soutien aux militaires, y compris au départ d'un pays voisin. Plus d'1 million de personnes déplacées sont retournées à Khartoum
Au cours des 10 derniers mois, selon l'Agence des migrations de l'ONU, de vastes parties de la ville restent en ruine, avec de fréquentes coupures de courant, notamment à cause des frappes de drones des FSR. Depuis quelques semaines, le gouvernement pro-armé s'efforce d'y rétablir les services dans le but de relocaliser des institutions clés depuis Port-Soudan, port de la mer Rouge, devenu capitale de facto depuis le début de la guerre. Le conflit se concentre désormais à l'ouest du Soudan, où les forces des FSR assiègent depuis 18 mois El Fasher, la dernière grande ville du Darfour qui échappe à leur contrôle. Ces corps ont été repêchés par les gardes-côtes italiens après le naufrage au large de l'île de Lampedusa dans la nuit du 16 au 17 octobre d'une embarcation qui comptait une trentaine de personnes, dont 11 ont pu être secourus. Cette nuit-là, à la suite d'une demande de coopération des autorités maltaises, un avion de garde-côtes italien a repéré un bateau ayant chaviré avec des personnes présentes sur la coque. Les recherches ont initialement mobilisé un navire marchand de passage et un patrouilleur de garde-côtes italien permettant de secourir 11 personnes et de récupérer un corps, ont indiqué les gardes-côtes. Dans un précédent communiqué vendredi, ils avaient estimé qu'une trentaine de personnes se trouvaient à bord du navire chaviré situé à environ 80 km au sud-est de Lampedusa. Au terme des opérations de recherche qui se sont étalées sur plusieurs jours, les gardes-côtes italiens ont dit mardi avoir repêché le corps d'un homme, de 5 femmes et d'un mineur. Malgré la surveillance continue de l'épave par les forces navales et les plongeurs de garde-côtes, les opérations de récupération se sont prolongées plusieurs jours en raison de difficultés dues à des conditions météorologiques particulièrement défavorables, entraînant à plusieurs reprises la suspension des activités pour garantir la sécurité du personnel opérant, relève-t-il. Dans un message posté sur X le 17 octobre, l'ONG allemande Sea-Watch avait fait état d'un nouveau naufrage en Méditerranée. L'Italie et Malte étaient au courant de la présence du navire depuis hier après-midi grâce à Alarmophone ONG qui recueille les appels téléphoniques des migrants en détresse en Méditerranée NDLR, mais n'ont envoyé de secours qu'une fois qu'il était trop tard, poursuivait alors l'ONG.